Le débat du Grand Direct, donc on va rester dans le sujet qui concerne non seulement le Royaume-Uni, mais au-delà le monde entier. L'Écosse va-t-elle accéder à son indépendance demain à la faveur d'un référendum très attendu et très incertain, puisque les derniers sondages montrent encore que la marge d'erreur ne permet pas finalement de déterminer à l'avance quelle en sera l'issue. J'accueille dans ce studio Yitzhak Minerbi, bonsoir. Bonsoir, ancien ambassadeur d'Israël dans plusieurs pays d'Europe, notamment la Belgique. En Belgique et auprès des communautés européennes. Voilà, mais vous connaissez bien donc tous ces problèmes liés au nationalisme en Europe. Vous allez en parler avec nous. Ali Waked, bonsoir. Bonsoir, expert pour le monde arabe et musulman, car on va s'intéresser également aux implications finalement de cette recherche d'indépendance. Les Palestiniens, on le sait, suivent cela de très près. On va en parler avec vous. Tout d'abord, on va regarder comment les internautes d'i24 News, les téléspectateurs, ont réagi à la question du jour concernant justement cette indépendance écossaise. Supportez-vous l'indépendance ou la volonté d'indépendance du peuple écossais? Les réponses, on voit tout de suite ce que cela donne avec vous. Leslie Rezouk, bonsoir. Oui, bonsoir Jean-Charles. Alors que le référendum sur l'indépendance aura lieu dans 24 heures à peine, il semble que les Écossais soient plus divisés que jamais. Ils hésitent entre une indépendance totale avec la création d'un nouvel État souverain et plus d'autonomie au sein même du Royaume-Uni. Et voici donc la question que nous avons posée ce soir à nos internautes. Soutenez-vous l'indépendance de l'Écosse? Alors regardons tout de suite les résultats de notre sondage. Comme vous le voyez, 31% de oui, 54% de non et 15% sont sans opinion à ce sujet. Vous le voyez donc, c'est le non qui l'emporte ce soir avec une très courte majorité. Une majorité des votants estime en effet qu'une indépendance totale vis-à-vis du reste du Royaume-Uni serait dommageable pour l'Écosse, mais aussi pour l'Europe. Pour Philippe Tanguy, la vision de l'Europe, c'est d'abord l'abolition des frontières. L'indépendance de l'Écosse va donc à contresens de l'intérêt général. Et ce n'est pas le seul argument de nos internautes. En cas d'indépendance, l'Écosse devra faire de larges coupes dans son budget qui sera déficitaire et les Européens devront une nouvelle fois rééquilibrer les comptes, nous explique aussi Carole Bénisson. Malgré tout, ils sont 31% à estimer que le pouvoir d'Édimbourg devrait prendre son indépendance totale au nom du droit des peuples à disposer d'eux-mêmes. Reda Kider souligne notamment que tout peuple se sentant soumis à droit à son indépendance, c'est donc aux Écossais de choisir et non aux autres, explique-t-il. Enfin, selon Benjamin Ben Avram, la volonté populaire et majoritaire d'un peuple historiquement légitime sur sa terre ancestrale doit être respectée. Aux Écossais d'exprimer leur volonté. Israël l'a fait, pourquoi pas l'Écosse, s'interroge-t-il. Voilà donc Jean-Charles pour les avis de nos internautes ce soir. Je vous laisse à présent en débattre avec vos invités sur le plateau. Et je rappelle également à nos téléspectateurs qu'ils sont toujours invités à participer à notre débat sur Facebook et sur Twitter et à voter sur notre page internet www.i24news.tv. Et ben voilà, merci beaucoup Leslie Rezoug. Alors c'est vrai qu'il y a toujours en général un mouvement de sympathie quand un peuple comme ça aspire à l'indépendance. Le premier regard c'est de dire ouais, tiens, ils ont raison après tout, pourquoi pas. Est-ce que c'est inquiétant ou pas que l'Écosse, après tant d'années, de siècles, cherche à avoir l'indépendance aujourd'hui de Yitzhak Minerbi? Non, je ne crois pas que ce soit inquiétant pour l'Europe, je pense, parce que l'Europe de toutes les façons a une direction très claire qui est celle d'arriver un jour à l'abolition des frontières. Alors, qu'on le fasse auparavant ou après, ça ne change pas grand-chose. Ça ne change pas grand-chose, mais naturellement, la sensibilité, surtout anglaise, est très touchée de cet événement. Et si, comme les statistiques le disent, les pronostics plutôt, il y aura à la fin un État séparé d'Écosse, je crois que le gouvernement anglais va en ressentir très fort. Ouais. Ali Waked, un mot là-dessus, comment vous voyez, vous, justement, cette velléité d'indépendance de l'Écosse? C'est un événement qui est inquiétant ou pas pour vous? Vous savez, Jean-Charles, ces dernières semaines, voire ces derniers mois, ici sur ce plateau et sur d'autres plateaux de la chaîne, on a parlé du fait que les États arabes sont des entités artificielles, qu'il n'y avait pas de lien entre les différents composants de ces États arabes, mais on a négligé le fait
fait que le nationalisme en Europe, ça fait depuis très longtemps qu'il a levé la main, soit en Belgique, soit en Espagne. L'effet que peut avoir les résultats demain sur l'Espagne, par exemple, c'est quelque chose de très inquiétant pour les Européens, surtout pour ceux qui prennent pour la continuité de l'Union européenne. Mais ce qui se passe en Écosse s'ajoute à l'euroscepticisme qui règne depuis très longtemps. Chaque fois qu'on parle d'un référendum en Irlande ou au Danemark ou ailleurs, les partisans de l'Europe, de l'Union européenne sont très inquiets et ils ont des raisons. Maintenant, en ce qui concerne le Moyen-Orient, parce que c'est l'Angleterre, on suit avec beaucoup plus d'intérêt ce qui se passe au Royaume-Uni que par exemple le cas entre les composants de la Belgique, par exemple. Donc il y a plus d'intérêt à cause du rôle historique de l'Angleterre dans cette région, et on suit ça avec un peu, j'ose dire, de volonté de voir le Royaume-Uni un peu souffrir comme souffrent les nations arabes ici dans la région. Alors on va en reparler justement parce que la question finalement c'est de se dire, avec Tarek Mirami, est-ce qu'il suffit d'avoir un peuple, une nation pour avoir un pays? Ça a toujours été ça un peu en Europe, le concept d'État-nation. Est-ce que c'est le cas là pour vous? Est-ce que l'Écosse a droit finalement à un pays parce qu'il y a une nation écossaise? Oui et non. Ouais. Mais je pense que le problème et la solution, c'est la communauté européenne. Problème parce que pour la communauté européenne, c'est un coût. Mais aussi solution, parce qu'en définitive, ils sortent d'un côté et rentrent de l'autre. Ouais. Donc, point de vue de l'économie générale de la communauté, ça ne change rien, ou presque. Ça change pour l'Angleterre, ça change pour leur honneur, pour leur... mais dans la pratique, ça ne change rien. Il y a toujours eu beaucoup de liens entre le nationalisme irlandais, qui a causé beaucoup de problèmes au Royaume-Uni, on le sait, et le nationalisme palestinien. Est-ce que les Palestiniens se reconnaissent aussi dans la cause écossaise, là, dans ce qui est en train de se passer ou pas? Moins que dans le cas irlandais. Vous savez, des membres de l'IRA irlandais sont traînés au Liban dans le camp de l'OLP, notamment du Fatah et du FPLP et d'autres organisations. Des membres de l'IRA ont participé aux attaques menées par des organisations palestiniennes. Pour l'Écosse, c'est moins, mais les Palestiniens, comme les Arabes, suivent avec beaucoup d'intérêt ce qui s'avère peut-être le début d'un changement au sein de l'Europe. Une Europe qui, selon les Palestiniens, malgré les premières idées ou l'impression qu'ils sont beaucoup plus pro-palestiniens que pro-israéliens, n'a pas joué le rôle demandé, accepté, attendu par les Palestiniens et les Arabes. Et du coup, Jean-Charles, il y a pour la première fois une certaine similarité entre ce qui se passe dans le monde arabe et ce qui se passe en Europe, notamment dans ce cas-là en Angleterre. C'est vrai que ce qui fait bouger le dynamisme politique dans le monde arabe, c'est plutôt le sentiment sectarien, c'est plutôt le sectarisme religieux que le nationalisme, comme dans le cas de l'Écosse, n'empêche. On voit, je sais que les historiens n'aiment pas cette expression que l'histoire se répète, mais chaque quelques générations, on voit le nationalisme lève la tête, se réveille aux dépens de tout courant, de tout effort d'union. Il paraît que plusieurs peuples en Europe, comme au Moyen-Orient, pensent que leur futur, le bien de leur avenir, demande, exige se séparer des autres entités. On voit ça au Moyen-Orient simplement si je nomme le Yémen, l'Irak, la Syrie par exemple, et là maintenant en Europe c'est la Belgique, l'Espagne et bien sûr l'Angleterre avec l'Écosse. Donc tout système d'union économique qui ne donne pas de vraies réponses aux sentiments nationalistes s'avère quelque chose qui se bat contre
contre des sentiments de base. C'est une lutte sisyphienne qui perd chaque fois et perd face au nationalisme. Maintenant, est-ce que le nationalisme va faire de l'Écosse un exemple réussi ou non? Ça, on va attendre. Oui, vous savez, l'économie écossaise, elle est assez forte. Les Écossais avaient un Premier ministre du Royaume-Uni, Brown, qui a succédé Tony Blair. Et d'ailleurs, une des déceptions des Écossais, c'est le rôle raté des travaillistes selon les partisans du Yes demain au référendum. Alors, très bien. Vous êtes d'accord ou pas? Il y a un nationalisme aussi au Moyen-Orient qui peut suivre cet exemple. C'est plus compliqué ici de se dire... C'est plus compliqué ici pour plusieurs raisons. Mais d'abord, si nous essayons de résoudre les problèmes de l'Europe. En Europe, effectivement, l'Espagne pourrait en ressentir de cette séparation. Parce qu'il y a une partie de l'Espagne qui déjà a demandé l'indépendance. Et ça va continuer. Ce rythme pourrait être suivi encore dans d'autres pays la Belgique, notamment, européens. La Belgique, c'est un cas particulier. J'y ai vécu plusieurs années. C'est un cas tout à fait particulier. Mais ça, du point de vue européen, ça ne change pas grand-chose. Ça peut changer pour chacun des pays membres de l'Europe si des minorités ou ceux qu'ils sont considérés aujourd'hui des minorités prendraient l'initiative de la séparation. Ça, c'est le point principal. Maintenant, sur le plan mondial, sur la répercussion sur les pays arabes, moi je ne crois pas que ce soit l'élément fondamental. Il y a d'autres éléments plus proches géographiquement et aussi comme mentalité qui peuvent influencer les grandes foules du Moyen-Orient. Donc pas seulement l'Écosse évidemment, mais ça peut servir peut-être de voie ou peut-être de catalyseur pour les demandes, parce que les Palestiniens qui vont peut-être demander bientôt à l'ONU une reconnaissance, une démarche de reconnaissance, peuvent s'inspirer, peuvent se sentir galvanisés par ce qui va se passer en Écosse. Tout à fait. Vous savez, Jean-Charles, un diplomate arabe qui a servi dans la région et il est à présent installé en Angleterre, il m'a dit que quand suite à la chute de l'Union soviétique, l'Occident a encouragé les républiques baltes et autres à se séparer de l'Union soviétique et à former des États-nations indépendants. Maintenant, la majorité des pays occidentaux suit avec inquiétude ce qui se passe au Royaume-Uni, ce qui montre la double mesure dans la perspective occidentale, mais sans doute un courant qui commence à se consolider en Europe peut donner un soutien très important aux pays arabes, mais non pas seulement les Palestiniens, Jean-Charles, les Kurdes, par exemple, les tribus du Yémen sud, et donc ça peut s'ajouter à la tension dans cette région. Le problème dans la région, que ça fait quelques années que le sentiment religieux sectarien, il domine le sentiment nationaliste. Au Yémen, c'est pas deux nations qui veulent se séparer, c'est des régions géographiquement séparées et des divisions sectariennes. Pareil pour l'Irak, les Kurdes et bien sûr la Syrie et des autres régions. Et donc on voit, vous savez, l'Europe a toujours influencé la région, mais dans ce cas-là, je pense que l'Europe est un peu en retard par rapport au Moyen-Orient, où le nationalisme après la Deuxième Guerre mondiale face aux empires coloniaux occidentaux, et puis après, par exemple, les Algériens face à la France, etc. Dans ce cas-là, on voit que le monde arabe est déjà au-delà de cette phase nationaliste. Il est passé à la religion, il est passé à l'islam et il est passé au sectarisme religieux. Vous êtes d'accord là-dessus, Tariq Mirbi? Je crois que la comparaison n'est pas valable. Le Moyen-Orient, comme monsieur vient de le dire, est tellement plus compliqué et plus complexe, avec des problèmes qui sont à la fois religieux et nationalistes,
que le fait que les Écossais soient séparés ou pas de la Grande-Bretagne, je crois qu'il n'aura aucun effet. En revanche, si on observe simplement le Moyen-Orient, il y a très peu de transparence. Même les experts n'y comprennent plus rien. En Syrie, qui gouverne qui est contre qui, qu'est-ce que les États-Unis doivent faire, intervenir oui, intervenir non, ils sont presque perdus dans la confusion généralisée qui se passe aujourd'hui au Moyen-Orient. Donc, le Moyen-Orient a beaucoup de problèmes à résoudre. Je ne crois pas qu'il soit ni inspiré, ni même touché par ce qui se passe en Europe. Il suffit les problèmes intérieurs. Et ben voilà, on verra en tout cas ce qui se passe déjà demain, parce qu'on n'est pas encore sûr de l'issue de ce vote qui aura lieu donc à partir de demain. Résultat peut-être dans la nuit de jeudi à vendredi. Donc en Écosse, référendum, dernier sondage très serré entre le oui et le non. C'est très difficile de faire un pronostic. Donc on suivra tout cela. Merci Yitzhak Minerbi, ancien ambassadeur d'Israël auprès de l'Union européenne notamment. Merci Ali Waked, expert pour le monde arabe et musulman. Dans un instant, on parlera d'une minorité en Israël, la minorité druze, avec Zeidan Hatashi, qui sera notre invité, ancien député donc à la Knesset. Restez avec nous, on se retrouve juste après une petite pause. À tout de suite.